Donc je me présente, Boris Petric, je suis directeur du centre Norbert Elias, qui se trouve à la Vieille Charité et qui est donc un laboratoire qui dépend de 4 institutions, le CNRS, le HESS, l'Université d'Aix-Marseille et l'Université d'Avignon. Et nous avons une particularité, c'est que notre centre de recherche n'est pas sur un campus universitaire, mais a la chance justement de côtoyer des institutions culturelles. Et c'est très important pour nous parce que nous sommes justement à la rencontre, au carrefour, d'une conception de la connaissance et de la recherche qui cherche à dépasser l'hyperspécialisation qu'ont connue les disciplines des sciences sociales au XXe siècle. Donc nous sommes ravis vraiment d'accueillir le premier jour de ce colloque ici à la Vieille Charité. Et donc j'en dirai un peu plus sur cette question des rencontres indisciplinées après, mais je passe immédiatement la parole à Xavier Ray, qui est donc un des partenaires de ce colloque avec le MUSEM, l'École des Beaux-Arts. Et voilà, donc Xavier, je t'en prie. Alors merci Boris et merci à plusieurs titres, puisque effectivement, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier Ray, je suis le directeur des musées de Marseille depuis le mois de février. Donc soit je suis encore nouveau, soit déjà complètement cramé, c'est à vous de juger. Mais effectivement, donc les musées de Marseille, ce sont 12 institutions, 10 musées, des collections d'une richesse inouïe qui vont de moins 3000 à l'art contemporain et qui couvrent à peu près tous les domaines de la création. Mais c'est aussi, comme Boris l'a rappelé, le centre de la Vieille Charité. Donc la résurrection du chef-d'œuvre français du XVIIe siècle de Pierre Puget, longue résurrection jusqu'au début des années 1980, et la création de ce centre en même temps que la direction des musées en 1984, d'un centre pluridisciplinaire qui a finalement était la prémonition de ce qui est devenu notre contexte de connaissances, de partage des connaissances, de lien social qui est celui d'aujourd'hui et qui constitue les missions premières de nos musées. Et cet exemple de la Vieille Charité, je crois qu'il a fait école dans la France entière et même dans le monde entier. Et ça a été vraiment un grand plaisir pour moi d'arriver à Marseille et de trouver un tissu de partenaires qui partageaient cette vision déjà donc cultivée anciennement à Marseille et très désireux de la faire vivre et de l'adapter au contexte le plus contemporain. Et dans cet écosystème dans lequel j'ai été vraiment accueilli très agréablement, il y avait bien sûr donc les partenaires du Centre de la Vieille Charité, on a parlé du CIPM, le Centre Norbert Elias, le HESS, à Aix-Marseille Université, le CNRS, et puis bien sûr l'École supérieure d'art avec lesquelles nous sommes très liés, et bien évidemment nos collègues du MUSEM. Car finalement, la grande découverte heureuse que j'ai faite à Marseille, c'est qu'à Paris, on s'ignore, alors qu'à Marseille, on travaille tous ensemble. Et c'est aussi un petit peu le sens de cette journée. Et finalement, je ne peux que remercier à nouveau nos partenaires pour ce colloque spécifique qui va nous réunir pendant 3 jours, et donc peut-être étroitement ici, mais je pense que c'était symboliquement très important. Vous serez bien mieux au MUSEM, c'est certain. Mais en tout cas, parce que ça partage un petit peu la vision que l'on peut avoir aujourd'hui du sens social et collectif des collections, des musées. Et c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui n'ira peut-être jamais de soi, et qu'il faudra justement sur lequel il faudra travailler pour convaincre et accomplir de toujours mieux nos missions. Et voilà. Donc, et par ailleurs aussi, j'espère que pour ceux qui ne viennent pas de Marseille ou des Bouches-du-Rhône, vous aurez l'occasion de prendre quelques minutes pour visiter notre très belle exposition Jack London dans les mers du Sud. Pourquoi je vous indique Jack London parmi tant d'autres, hein, il y a hip-hop au musée d'art contemporain, on a plein de choses, et sans parler de ce que vous proposera le MUSEM, mais parce que Jack London, c'est aussi un petit peu emblématique de ces expositions pluridisciplinaires dans lesquelles vous pourrez retrouver une histoire de la littérature,
une histoire humaine, une histoire aussi de l'anthropologie, puisque c'est l'histoire quand même d'un écrivain américain qui découvre les îles d'Océanie 10 ans après Gauguin, donc dans un processus de colonisation avancé, avec une vision aussi très emblématique du début du XXe siècle. Et puis bien sûr, une exposition à la fois d'ethnographie et d'art avec les plus belles pièces de ces peuples des îles d'Océanie. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci, et effectivement, c'est formidable de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Voilà, bon colloque et bonne journée. Moi, je suis le deuxième nouveau, Xavier. Je suis Pierre Houdard, je suis le directeur des Beaux-Arts de Marseille, comme on ne l'appelle plus, mais comme on va l'appeler encore. Et alors, moi aussi, je ne vais pas allonger plus longtemps les présentations. Je suis bien sûr très heureux d'être là, d'abord, que vous soyez là aussi. Et pour dire le chemin parcouru, alors, il y a dans la salle, un peu vers là-bas, Yolande Padilla du MUSEM, qui auparavant travaillait au ministère de la Culture, comme moi, et elle pourrait retracer le chemin de la recherche dans les écoles d'art pour affirmer que dans recherche et art, il n'y a pas d'un côté un acteur, la recherche, et l'art comme objet. Ces rencontres indisciplinées en sont la preuve. Voilà juste ce que je voulais vous dire avant de féliciter, de remercier tout le monde. Vanessa le fera mieux que moi. Vanessa Brito, qui est professeure à l'école et à qui je cède la parole tout de suite. Merci Pierre. Alors moi j'ai préparé quelques mots sur un peu l'histoire de ce projet et puis les liens qui se sont tissés entre nous. Voilà, je voulais rappeler que, en même temps que la recherche prend une place centrale dans le travail de beaucoup d'artistes, elle est venue aussi s'inscrire dans la formation des étudiants en art. Et que depuis une dizaine d'années maintenant, les écoles supérieures d'art développent des programmes de recherche et structurent des troisièmes cycles en partenariat avec des établissements culturels, des musées, des centres d'art, des conservatoires et des laboratoires universitaires. Cette structuration nationale de la recherche en art et en design a été accompagnée d'un vif débat. La nécessité de ne pas plier les enseignements artistiques au modèle universitaire de la recherche a mené beaucoup d'enseignants à défendre la spécificité de la recherche artistique contre la recherche scientifique et à vouloir chercher sa recherche. Néanmoins, l'idée d'une recherche qui s'en vante, qui invente sa propre activité, ses outils et méthodologies de travail, n'appartient pas en propre à la recherche artistique. C'est aussi la préoccupation de beaucoup de chercheurs en sciences sociales qui n'hésitent pas à expérimenter des outils et des approches autres, situés au frottement des disciplines, et à essayer des formes d'exposition et de diffusion de leur travail qui leur permettent de le mettre en partage avec le plus grand nombre. Les chercheurs, comme le rappelle Georges D. Huberman, doivent, pour obtenir des résultats, inventer des formes. Comme les artistes, pour inventer des formes, doivent entrer dans des problèmes de connaissance. Ainsi, l'enjeu de ces rencontres est moins d'interroger la spécificité de nos recherches respectives que de penser la recherche en dehors des frontières disciplinaires, à partir de gestes et d'opérations communes pratiquées aussi bien par des artistes que par des chercheurs, dont le travail consiste peut-être moins à démontrer qu'à déplacer les repères à partir desquels les connaissances se produisent. Cette démarche n'est pas à entendre comme on appelle à l'indifférenciation de nos activités et pratiques, mais plutôt comme une tentative de ramener les savoirs spécialisés au tissu commun de la pensée partagée, pour ouvrir ainsi un espace de dialogue, de confrontation de méthodes et d'expériences nécessaires au renouvellement de la pratique de la recherche. Dans un très beau texte qui a pour titre « Le geste de chercher », Wilhelm Flusser avait suggéré que nos gestes et notre manière d'être au monde changent parce que les gestes de la recherche changent aussi. Mon travail d'enseignante consiste à accompagner ces gestes, à poser la question de leurs implications et effets. Les étudiants en art arrivent souvent devant nous avec des petits riens,
des pierres, des plantes desséchées, des vieilles photos prises à l'album de la grand-mère, quelques cartes postales achetées au marché aux puces, des objets qu'ils collectent et qui vont assembler et transformer pour raconter quelque chose avec ou pour nous adresser une question. Ils ne sont pas les seuls à faire cela. Les gestes de la collecte, les méthodes d'enquête, les opérations de transcription et de traduction, de montage et de mise en récit sont aussi des opérations historiques, sociologiques ou anthropologiques. Et penser ces gestes partagés en dialogue avec les sciences sociales leur permet de mieux saisir, je pense, leurs enjeux et de percevoir comment le positionnement éthique et politique d'un artiste se construit, comme celui d'un chercheur, à travers le choix de ses méthodes de travail, des outils qu'il invente, des dispositifs et formes de narration qu'il utilise. C'est ainsi que le désir d'organiser ces rencontres est né de mon expérience de l'enseignement et qu'il est venu s'inscrire dans le cadre du bureau des positions, en programme de recherche de l'École supérieure d'art et de design de Marseille, qui s'intéresse à l'acte de prendre position et cherche à créer des situations de travail collectif qui interrogent les dispositifs spatiaux et les positionnements théoriques qui les sous-tendent. Depuis que leur travail plastique doit être accompagné d'un mémoire, beaucoup d'étudiants en art pour lesquels l'écriture n'était ni un lieu d'expérimentation, ni une forme privilégiée de restitution de leur recherche, se sont demandé comment écrire et petit à petit se sont mis à chercher des formes d'écriture au plus proches de leurs gestes de travail, construites en articulation avec leur production plastique. Penser ce chantier en dialogue avec des chercheurs qui s'intéressent à la fabrique de l'écriture, qui présentent non seulement des résultats, mais aussi le chemin par lequel on y parvient, en scrivant parfois les gestes de la recherche dans leur récit, c'est aussi une démarche qui peut être assez constructive. Et c'est justement cet intérêt pour l'écriture, non pas comme simple entreprise de restitution de résultats, mais comme un chantier de recherche en soi, qui nous a rapprochés du Centre Norbert Elias et de leur fabrique des écritures innovantes en sciences sociales. Donc, je voulais en profiter pour remercier Boris Petric, voilà. Et j'espère que ce premier partenariat avec le Centre, voilà, puisse donner lieu à d'autres collaborations entre nous. Je voulais remercier également Aude Fanlot et Jean-Roch Bouillet et dire que compte tenu de l'enjeu de ces rencontres, il faisait sens pour nous de travailler avec le MUSEM. Héritier d'un projet muséographique qui voulait croiser exposition et recherche, le MUSEM cherche de plus en plus à penser l'espace d'exposition comme un espace de renouvellement de la cartographie des savoirs, à travers des commissariats qui découpent des objets à l'intersection de différents champs disciplinaires. Dans un souci de conjuguer approche scientifique et artistique, le MUSEM a aussi accueilli des expositions qui invitent des artistes à s'approprier les fonds entreposés dans les réserves du musée. La dernière, l'exposition Documents bilingues, que je vous invite à découvrir, est issue d'un travail de recherche avec des artistes en résidence qui ont développé différents outils et stratégies, non seulement pour déchiffrer le sens dont ces objets sont porteurs, mais aussi pour prendre part à sa construction, en explorant les dimensions latentes des collections, en interrogeant les protocoles des collectes, les logiques et politiques d'acquisition, de classification ou de conservation. C'est un sujet qui intéresse également le réseau cinéma des écoles supérieures d'art, un programme de recherche qui a porté son attention sur les collections d'ethnologie et des musées d'histoire naturelle des différentes villes où sont ancrées ces équipes, et qui est également l'un des partenaires de ces rencontres. Donc je voulais dire un grand merci aussi à mes collègues du réseau cinéma, aux équipes d'Angers, de Bourges, de Nice, Valence, Grenoble et Toulon qui se sont déplacés jusqu'à Marseille. Merci à tous. Aussi à mes collègues de l'École d'art de Marseille, notre équipe pédagogique, personnel de la bibliothèque, personnel technique et nos directeurs. Et évidemment, un grand merci aux étudiants de leur présence et de leur participation à ces rencontres et à tous les artistes et chercheurs qui ont accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, donc on passe au MUSEM à deux voix et à deux têtes avec Jean-Roch Bouillet.
Simplement donc pour vous remercier effectivement à mon tour d'être aussi nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur, surtout en cette journée glacée. Simplement revenir sur l'histoire de ce projet en fait, dont l'initiative revient à Vanessa. Et quand elle est venue et qu'elle nous a présenté son idée de colloque, il faisait immédiatement écho aux activités de recherche qu'on essaye de déployer au MUSEM et qui croisent constamment l'intersection, les connexions entre recherche et création. Et qui font aussi que tous les savoirs qu'un musée peut produire sont immédiatement intégrés à des enjeux d'expression, de représentation, de transmission culturelle et mémorielle qui les informent immédiatement. Et ça, c'était vraiment... Tu l'as dit encore dans ton discours, en fait, quand tu as parlé du MUSEM, d'une certaine manière, tu as mieux parlé que je n'ai jamais réussi à le faire, du MUSEM et de ce qu'on essaye de faire, donc j'en suis ravie. En tout cas, voilà, au MUSEM, tu as parlé de documents bilingues, vous pouvez voir aussi en ce moment Nous sommes food, ce sont des expos qui, évidemment, marquent un grand écart, mais qui ont ça de commun, c'est qu'on essaye de produire des expositions qui bien sûr vont traduire un discours, mais au-delà de ça, on essaye de faire que ce soit des processus de recherche complets, avec des séminaires qui sont des laboratoires ou des incubateurs des projets d'exposition, avec des enquêtes de terrain ethnographiques qu'on associe à de la collecte d'objets et de témoignages audiovisuels qui vont rentrer dans les collections et être exposés dans les salles à l'intérieur d'un projet global, avec l'accueil de jeunes chercheurs qui viennent travailler au musée et qui viennent développer leur sujet de recherche, mais que le fait de travailler dans le musée déplace un petit peu ces méthodes de travail et fait ce pas de côté. Et ça, je pense que c'est ce que aussi on peut apporter à nos partenaires, aux artistes, aux chercheurs, c'est cette possibilité d'être un lieu d'intersection, en fait, entre des chercheurs, des artistes, des scénographes, des commissaires d'exposition, des éditeurs. Voilà, c'est un lieu de croisement et d'intersection, évidemment, entre production et diffusion des savoirs et auprès des publics. Voilà, donc ça, c'est pourquoi cette notion de position qui est aussi au cœur du colloque et de son titre, me semble très importante, parce que parler de position, c'est pas parler de posture, c'est pas parler de qui est quoi, c'est parler de se demander d'une manière quasi spatiale depuis qu'est-ce qu'on est, où on est et depuis quoi on parle. Et ça, je trouvais ça très séduisant. De même que j'ai trouvé très séduisante aussi la manière dont a été construit le programme, son scénario en fait, pour ces 3 jours, qui est vraiment découpé en séquences qui sont en quelque sorte à chaque fois les étapes d'une recherche, de collecte, traitement, interprétation, restitution. Et ça, pour le musée, c'est très important aussi, et notamment les notions de témoignage et de mise en récit qui vont être constamment, je pense, abordées pendant ces 3 jours et qui sont aussi au cœur de la nature même d'un musée, qui est de rassembler pour les exposer auprès des publics et pour les générations futures ces témoignages et de les mettre en récit. Et ces mises en récit et ces formes de narration, on les pratique tout le temps, aussi bien quand un conservateur développe un projet d'acquisition que lorsqu'on monte une exposition. Voilà. Et donc, à propos de conservateurs, je vous passe Jean-Roch. Bonjour à tous et merci également d'être ici. Je vais à mon tour rebondir sur la présentation qu'a faite Vanessa de ce colloque pour vous dire à quel point pour nous il était important d'accompagner ce processus de réflexion sur la convergence qui peut exister entre la démarche des artistes d'un côté, la démarche des chercheurs de l'autre, dans un musée comme le MUSEM, qui est un musée pas du tout d'art contemporain, qui est un musée de société, un musée d'idées, mais qui
qui, dès sa refondation, dès les années 2000, a vraiment beaucoup misé sur le fait de faire appel à des artistes contemporains. Alors on peut évidemment se poser beaucoup de questions sur ce phénomène-là. Est-ce que c'est simplement un phénomène de mode? Est-ce que c'est juste la tarte à la crème pour être dans le vent, pour un musée qui cherche à se dépoussiérer à bon compte? Ou est-ce que plus fondamentalement, on s'appuie pour ce faire sur cette double démarche qui, à bien des égards, présente des similitudes? Aude vient de le rappeler sur cette manière dont la recherche, la production de savoir, de connaissances, de dispositifs muséographiques s'appuie sur des démarches qui empruntent les mêmes canaux, les mêmes méthodes. Et pourtant, au bout du compte, on aboutit à des restitutions, à des résultats qui n'ont pas du tout le même statut. Une œuvre d'art dans certains cas, des expos, des morceaux d'exposition, des livres, des séminaires, des colloques, etc. d'autre part. Donc comment est-ce que des démarches qui, à beaucoup d'égards, sont similaires, aboutissent parfois à des résultats complètement différents? C'est en tout cas une des questions qui nous intéresse beaucoup en tant que praticiens de musée et qui pose beaucoup de questions, qui pose beaucoup de problèmes. Et on espère pouvoir, peut-être pas apporter toutes les réponses à ces questions lors de ces 2 jours, mais en tout cas essayer de nourrir un petit peu cette réflexion. Peut-être simplement vous dire que cette omniprésence de l'art contemporain dans un musée de société comme le MUSEM a donné lieu chez nous à des expériences assez diverses depuis l'ouverture du musée en 2013, depuis je dirais le degré zéro de l'implication des artistes, qui est simplement le fait d'aller chercher une œuvre qui existe déjà, jusqu'à des implications beaucoup plus avancées. Le degré le plus élaboré est sans doute celui de l'exposition Documents bilingues, dont on a dans la salle un des 2 co-commissaires, Éric Bulot, et dont Vanessa a très bien parlé précédemment. Et puis, entre ces 2 degrés extrêmes, il y a des tas de possibilités pour un musée de collaborer avec des artistes contemporains à travers des formes assez classiques, comme la résidence d'artistes, comme la commande spécifique, ou comme le fait de faire appel à un artiste parce qu'on va justement lui demander un vrai travail d'implication, de recherche, notamment sur les collections qui peuvent être les nôtres et qui vont permettre une réinterprétation de ces fonds pour aboutir justement à une nouvelle présentation pour les publics. Alors ça pose des tas de questions et des tas de problèmes, comme je le disais précédemment. D'abord la question de la peut-être concurrence qui peut exister entre chercheurs et artistes, la question de la légitimité, en quoi les artistes sont-ils légitimes à s'approprier ces collections qui ont été réunies par des chercheurs, par des scientifiques, à des fins de connaissances et non pas à des fins de décor, à des fins artistiques. Donc, comment se négocie cette notion de la légitimité de l'artiste à se saisir de ces objets ethnographiques? C'est un vrai questionnement qui est un vrai sujet et sur lequel je pense qu'on pourra revenir au cours des journées qui vont avoir lieu à partir de maintenant. La deuxième grande question qui me semble être posée par ces rencontres, c'est le statut du musée et quel est cet objet un peu étrange qu'est le musée aujourd'hui, sorte de miroir aux alouettes qui enchaîne les exposition sur exposition, de manière un peu boulimique comme ça, avec un côté événementiel qui pose la question de qu'est-ce qui reste une fois qu'on a fait une exposition, et quels sont sur quoi est-ce qu'on s'appuie, quelles sont les avancées qui peuvent être faites grâce à ces événements qui nourrissent l'actualité d'un musée. Et en même temps, c'est exactement ce qui fait cette intersection entre la recherche et ce côté événementiel. C'est peut-être justement dans cette forme un peu hybride qu'est l'exposition qu'on arrive, nous, à avancer, que notre réflexion dans un musée arrive à avancer. Donc, ce questionnement de l'exposition me semble être aussi une question assez centrale quand on pose ce problème de la convergence entre pratique artistique et pratique de chercheurs. Et puis, troisième et dernier point qui me paraît être au centre de ces discussions, c'est la question du musée comme agora. On considère, en tout cas quand on travaille dans un musée aujourd'hui, que le musée est peut-être un des derniers lieux où on fait société, où il y a vraiment la possibilité de faire se rencontrer, un dernier lieu, je exagère un peu, mais un des lieux en tout cas où
où dans la société contemporaine, on fait société, où on fait se rencontrer des populations qui ne sont pas nécessairement amenées à le faire de manière spontanée, où on pose des questions de qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui nous tient ensemble, quelles sont les valeurs auxquelles on est attaché, quels sont les savoirs qui nous permettent de raconter un récit commun. Et donc là aussi, je crois que vraiment sur ces sujets-là, aussi bien les artistes que les chercheurs peuvent avoir des positions convergentes et peuvent nous aider à éclairer ce statut, encore une fois, un peu hybride qu'est le musée aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, participer à cette réflexion nous intéresse au plus haut point, parce que vous l'avez bien compris, si je pose toutes ces questions, c'est qu'évidemment on n'a pas les réponses et que bien plus souvent on est confronté à des difficultés quand on s'aventure dans ces zones de friction, de frottement entre pratiques artistiques et pratiques de recherche. Donc nous nous réjouissons beaucoup de ces journées qui viennent. Bien. Merci à tous. Je vous conseille vraiment d'aller voir Jack London et aussi Foot. Et je dirais que moi, j'ai été très touché par cette exposition lors de son inauguration, en voyant tout un public qui ne vient pas d'habitude au musée, et de voir par exemple un père avec son fils devant un extrait de match de foot et s'émouvoir et lui expliquer des choses, ou voir des supporters de l'OM dans la salle foot et politique se poser des questions. Voilà. Et je trouve qu'une de nos missions en tant que chercheur, mais aussi la mission d'un musée, c'est d'être dans la cité et de toucher une diversité de publics et ne pas s'adresser à une élite, ou en tout cas à un public très restreint. Et je pense que ça touche une des questions qui nous rassemble, de comprendre en fait, à mon avis, un phénomène historique qui fait que je pense que les sciences sociales au XXe siècle se sont légitimées, hyper spécialisées, et sont souvent tombées dans un langage ésotérique qui fait que moi-même, en tant qu'étudiant, j'ai lu des livres qui me sont tombés des mains, qui m'ont interpellé sur la capacité à comprendre un langage, une écriture, sur la connaissance de la vie sociale. Parce que notre rôle, c'est d'essayer d'analyser ou de représenter la vie sociale. Et je dirais, et là je m'adresse aux artistes à l'École des Beaux-Arts, que j'ai pu avoir la même expérience en tant que public sur des expositions d'art contemporain où finalement cette question du langage ésotérique que j'ai pu éprouver en visitant des expositions, en ayant le sentiment de ne pas comprendre ce qu'on me présentait. Et je me souviens notamment d'une rétrospective à Beaubourg sur le surréalisme, et je visitais cette exposition avec mon fils. Nous sortons de l'exposition et sur la droite il y avait un extincteur, et mon fils me dit: et ça c'est quoi papa comme œuvre? Donc j'ai trouvé que c'était intéressant parce que nous étions sortis de l'exposition et c'était un objet du commun, du quotidien qu'il avait interprété comme faisant partie de l'exposition. Donc finalement je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation différente. Nous sommes les enfants d'une déconstruction des grands récits, d'une déconstruction de l'image, de tout un tas de théories, du sacré, de la désacralisation, du chant, etc. Mais aujourd'hui, on est face à, je pense, à un nouveau défi, qui est aussi de savoir ce que nous produisons comme écriture. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'engager dans une forme d'écriture simpliste. Il faut rester sur l'idée que nous cherchons à comprendre et à représenter la complexité, mais toujours dans ce souci, à mon avis, de l'écriture, pour que cette question de la compréhension ne se perde pas dans une hyper-spécialisation. En fait, pourquoi nous avons créé la Fabrique des écritures en sciences sociales ici à Marseille? C'est parce que finalement, nous sommes aussi les enfants d'expériences précédentes, et notamment de gens, notamment ici que je vois dans la salle, avec Philippe Gaborio et Pierre Jordan et Jean-Claude Passeron, qui ont créé l'Imerec à la Vieille Charité et qui ont essayé de créer des ponts entre le milieu de l'art et le milieu des sciences sociales sur cette question de la représentation. Et forcément,
c'est important de rappeler que ce rapport entre les musées de société, est quelque chose de logique dans cette réflexion. Alors, la fabrique, pourquoi? Parce que justement, je pense que nous devons retrouver l'esprit de l'artisanat de pointe pour fabriquer des écritures qui nécessitent des collaborations. Parce que l'écriture ne se réduit pas au texte, à l'article ou au livre, mais peut amener le chercheur comme moi, par exemple, qui fait du cinéma documentaire, mais d'autres qui font de la BD, ou d'autres encore qui font des écritures numériques, qui font des petits objets multimédia pour des expositions, ont besoin de tout un ensemble de collaborations et de retrouver l'esprit de fabrique ou d'atelier qui a, me semble-t-il, concerné un certain rapport à la connaissance. Donc je parlais de l'hyperspécialisation qui a concerné les sciences sociales au XXe siècle, et je crois qu'il faut retrouver l'esprit de ce qu'on a appelé le cabinet des curiosités au XIXe et au XVIIIe, qui consistait à s'interroger sur la singularité d'objets de la nature ou d'objets de la vie sociale, et c'était des savants qui ne se concevaient pas comme des spécialistes d'un domaine. Par exemple, le grand savant Volta, italien, a théorisé la question de l'électricité en observant un poisson qui est l'anguille, qui produisait de l'électricité. Donc on voit bien que la séparation entre l'hyper-esthétisation qui serait réservée aux artistes, qui serait dans la création, l'imagination, et les scientifiques qui seraient dans le sérieux, la connaissance et la recherche, est quelque chose de tout à fait récent, et que nous devons conduire à dépasser les frontières, à faire ces rencontres indisciplinées. Alors, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des disciplines. Nous avons des disciplines, et c'est quand même important aussi de s'inscrire dans l'histoire de ces disciplines. J'en viens là donc au premier sujet de la matinée, qui concerne la question de la position du chercheur, de son rapport à l'objet. Alors il se trouve que moi je suis anthropologue, et que l'anthropologie a son histoire liée donc à la volonté de découvrir d'autres mondes sociaux. Et l'anthropologie immédiatement est constituée sur une tension entre la volonté de connaître la diversité des cultures, mais aussi de chercher ce qu'il y a d'universel dans l'humain. Toutes les sociétés ont des organisations politiques, mais en même temps, elles n'ont pas la même manière de hiérarchiser les hommes et les femmes qui ont accès à des charges politiques. Donc cette tension, elle est constitutive de l'anthropologie. Et une autre tension de l'anthropologie, c'est aussi la relation entre l'anthropologie et des aventures de pouvoir, des aventures des expériences politiques, et notamment la colonisation. Donc nous sommes obligés, nous, en tant qu'anthropologues aujourd'hui, d'avoir une réflexion ou une réflexivité sur cette histoire, pour comprendre aussi l'ambiguïté de notre discipline à certaines époques, qui fait que nous avons contribué à produire de la connaissance, à sauvegarder des patrimoines, à documenter sur la diversité des cultures, mais aussi à participer à certaines expériences politiques sur lesquelles il faut avoir un regard critique. Mais je tiens à insister sur la nécessité de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises artistiques qui cherchent aussi à s'approprier cette réflexion sur l'histoire de l'anthropologie, en faisant, à mon avis, des erreurs sur l'interprétation qu'on peut faire justement du travail de certains anthropologues et de leur démarche à travers ces épisodes historiques. Donc sur cette question du rapport à notre objet, aujourd'hui, effectivement, nous avons eu des débats très violents à différentes époques. Dernièrement, il y a un film qui peut vous intéresser, qui est intéressant, qui s'appelle Yanomami, la guerre des anthropologues, une guerre des anthropologues,
qui explique comment ce peuple, cette population d'Amazonie, s'est trouvé confronté à l'arrivée massive de populations extérieures ou en fait d'intellectuels qui vont s'intéresser à eux. Mais il n'y a pas uniquement les anthropologues, il y a aussi Sting qui a énormément médiatisé cette population et tous les ravages provoqués par cette hyper-médiatisation de cette population. Et là, ce film est intéressant parce qu'il y a eu une controverse intellectuelle entre anthropologues sur la question de la violence dans la société et deux intellectuels qui se sont opposés sur l'idée que le bon sauvage ou la société, on va dire, primitive, n'aurait pas de violence. Et un autre, Chagnon, un autre anthropologue américain qui lui a une autre théorie sur la question de la place de la violence, se sont opposés. Et cette controverse a finalement provoqué l'arrivée de tout un ensemble d'anthropologues dans cette société, avec tout un ensemble de problèmes, et notamment l'arrivée de l'anthropologue suisse, qui est un élève de Lévi-Strauss, Jacques Lizaud, qui est accusé dans ce film d'avoir entretenu des rapports pédophiles avec un certain nombre de Yanomami en échangeant des objets, etc. Bon, donc toutes ces questions aujourd'hui, elles sont au cœur de notre démarche, où quand on fait le geste d'aller sur le terrain, on est conscient que déjà, ça ne va pas de soi, qu'il y a tout un ensemble de questions à se poser sur la manière dont on va analyser une société et la place que nous avons en tant que Français lorsqu'on va travailler au Kyrgyzstan, par exemple. Alors moi, ce qui est mon cas, travaillons sur l'Asie centrale post-soviétique. Ce qui était intéressant pour moi, c'était que justement, j'allais travailler dans un pays où la France n'a eu aucune influence géopolitique. Et je me suis aperçu à quel point mon expérience d'anthropologue au Kyrgyzstan était différente d'un anthropologue africaniste dans un pays post-colonial français, hein, parce que une grande partie des anthropologues en France sont africanistes aussi par cette histoire politique. Donc cette question du positionnement implique une réflexion sur la question de l'objectivité, de la subjectivité. Donc ça a des implications sur la narration. Est-ce qu'on doit écrire un texte à la première personne ou est-ce qu'on doit l'écrire dans des formes impersonnelles, comme ça a été le cas dans de nombreux textes où on ne sait plus qui raconte l'histoire. Donc moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à penser qu'il vaut mieux écrire à la première personne, non pas pour se mettre en scène, mais par esprit de modestie, pour que le lecteur puisse comprendre qui parle, qui raconte, parce que le geste de collecter, le geste de s'immerger des mois, des années dans une société est déjà un acte de réduction de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté sur l'idée de la collecte qui consisterait à penser que nous sommes déjà dans une phase simplement objective de récolte des données. Et en fait, quand on est face à la réalité, on est systématiquement obligé de réduire, de faire des choix, et que tout le processus d'écriture commence dès cet acte de collecte, où il y a des enjeux qui vont concerner l'ensemble des étapes de l'écriture, qui peuvent amener à écrire un livre, qui peuvent amener à écrire un film, ou écrire une exposition, parce qu'une exposition, pour moi, est une écriture éphémère, où on cherche à articuler l'image, le texte ou la vidéo. Alors, on en vient à la séance de ce matin, où nous avons décidé de parler de cette question du terrain. Donc, le terrain, pour l'anthropologie, repose sur de longues réflexions sur ce que c'est que le terrain, d'aller sur le terrain, de comprendre cette relation très, très ambivalente que nous avons, qui consiste à être dedans et puis ensuite à sortir et à faire ce geste qu'on appelle de l'empathie par rapport à son objet. C'est-à-dire que on travaille sur un objet, on pourrait avoir un rapport sympathique à un objet, c'est-à-dire on choisit un sujet par rapport à la sympathie sur un mouvement social, sur un mouvement culturel. On pourrait avoir de l'antipathie pour travailler sur une classe sociale, etc. Mais dans l'idée d'empathie, il y a cette question difficile
qui consiste à la fois à s'immerger et à un moment donné aussi à prendre de la distance et à avoir un discours complexe qui fait que le regard qu'on va proposer est différent du regard que les gens perçoivent d'eux-mêmes. Parce que lorsqu'on travaille sur une société, sur un groupe social, sur un mouvement culturel ou un mouvement politique, on est tout de suite pris dans une logique sociale où les gens veulent vous persuader que leur mouvement est sympathique, mérite d'être défendu, etc. Mais en fait, en permanence, on est interpellé par des contradictions, par des conflits et par une vie sociale qui est compliquée parce que justement, on est face à un tissu social où souvent on n'a pas affaire à une unanimité, mais justement à des flux contradictoires ou à des groupes qui s'opposent. Donc cette position est complexe à gérer d'un point de vue personnel, d'un point de vue de l'écriture, et pose tout un ensemble de questions sur des enjeux de narration, mais sur des enjeux éthiques aussi. Et donc ça sera peut-être des questions qui vont nous animer pendant ces 2 jours. Et nous avons décidé de commencer cette journée en donnant la parole à 2 personnes que je vais présenter maintenant, qui s'intéressent à cette question du terrain, mais justement ne venant pas de l'anthropologie ou de la sociologie, puisque aujourd'hui vont présenter leurs travaux Christiane Voller, qui est philosophe et qui propose une démarche qu'elle intitule « Pour une philosophie de terrain ». Donc je vous recommande son ouvrage qui est disponible à la bibliothèque de la Vieille Charité, pas à la bibliothèque, à la librairie, mais aussi à la librairie du Mucem. Et ensuite, le travail d'un photographe, Philippe Bazin, qui vient de... Voilà, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Pour une photographie documentaire critique », donc qui s'intéresse aussi à cette question de la présence sur le terrain et la relation avec les populations que nous étudions ou que nous essayons de représenter à travers une écriture anthropologique ou là, photographique en tout cas. Et je recommande cet ouvrage qui s'appelle « Sur le terrain », qui touche à ces questions qui vont animer les débats aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir accepté de venir nous parler de votre démarche et donc je vous souhaite, n'hésitez pas à participer au débat et on va essayer de faire en sorte, même si on est très nombreux, qu'il y ait de la circulation de la parole et qu'on puisse échanger avec la salle.